Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors qu'une nouvelle année scolaire se termine, nous sommes tous déjà en plein dans nos vacances physiquement ou dans nos têtes. Évidemment, nul besoin de se projeter déjà dans une nouvelle année qui commence et pourtant comme à chaque fois qu'une rentrée scolaire pointe le bout de son nez, c'est le bon vieux retour des rumeurs absolument dégueulasses visant à nous expliquer que J.K. Rowling a tous les torts de la Terre et notamment qu'elle ne serait pas l'auteur de Harry Potter. Tous les ans revient en force sur les réseaux sociaux à grand renfort de publicité sponsorisée l'idée que Harry Potter serait un plagiat. Rien que ça. Des quantités de sites internet se font en effet le relais d'une vidéo tournée par un influenceur dont l'approche de la littérature a dû s'arrêter à peu près au niveau du collège, probablement aux alentours de la 5e ou de la 6e. On pourrait d'ailleurs même avoir un doute sur le fait qu'il ait déjà tenu entre ses mains un livre et encore moins réussi à en terminer un. Ce youtubeur accuse J.K. Rowling d'avoir réalisé un plagiat quasi complet d'un livre écrit par un certain Anthony Horowitz intitulé L'île du crâne. Alors, il faut savoir que J.K. Rowling a été accusée à de très nombreuses reprises d'être un plagiat et jusqu'à présent, la justice a toujours débouté immédiatement les innombrables demandeurs qui veulent tous acquérir en réalité une part de la paternité du jeune sorcier à lunettes. Il faut reconnaître que le succès de Harry Potter a attiré de très nombreuses convoitises et c'est bien logique compte tenu des revenus pharaoniques engrangés par J.K. Rowling et par tout un pan du secteur économique de la culture et notamment de l'édition. Tout le monde a voulu s'approprier une part de la gloire, soit pour se faire connaître, soit pour se faire de l'argent, évidemment sur le dos de J.K. Rowling. Alors, histoire de bien fixer les termes employés, car ils sont importants, il faut mesurer évidemment ce que l'on dit à l'aube d'une définition claire et définitive de ce qu'est un plagiat. Tout le monde a voulu effectivement s'approprier donc une part de gloire, vous l'aurez compris. Mais il faut faire très attention toujours dans les termes que l'on utilise pour ne pas dire n'importe quoi. Et selon la définition du petit Robert, le plagiat est l'acte de copier un auteur en s'attribuant indûment des passages de son œuvre. On trouvera également une variante de cette définition expliquant que le plagiat est l'acte consistant à copier l'œuvre ou une partie de l'œuvre de quelqu'un et de s'en attribuer la paternité. Ensuite, il faut bien évidemment avoir des repères chronologiques, car il est important d'être le plus factuel possible afin de répondre à ces accusations. L'île du crâne est en effet parue en 1988 en Angleterre, puis publiée en France en 1991. Pour ce qui concerne Harry Potter, on sait que J.K. Rowling va débuter l'écriture de Harry Potter à l'école des sorciers aux alentours de l'année 1990, avant qu'il ne soit publié pour la première fois en 1997. Le contexte chronologique est important mais non déterminant pour être constitutif d'un plagiat bien évidemment. Ce qui est intéressant, c'est de se baser évidemment surtout sur des faits littéraires. L'île du crâne est le tout premier volet d'une série de 2 livres qui a rencontré, il faut le dire, un petit succès lors de sa publication, mais évidemment un succès à des années-lumière de Harry Potter. En vérité, s'il n'y avait pas eu toutes ces accusations de plagiat, il y a fort à parier que le livre serait probablement tombé dans l'oubli, malgré le fait qu'il ait reçu une distinction européenne dans le domaine de la littérature jeunesse, ce qui montre quand même que c'était un livre qui avait un certain potentiel. Alors, de quoi parle ce livre qui serait, selon certains détracteurs de J.K. Rowling, le livre originel de Harry Potter? Le personnage principal est un adolescent de 13 ans, un brin rebelle qui vient d'être renvoyé de son collège. Il grandit dans une famille pour le moins peu sympathique, on notera d'ailleurs que ses 2 parents sont encore en vie et que son père est quelqu'un de tout à fait maltraitant, et même disons-le franchement de carrément même violent. L'ambiance est donc relativement morose et le lendemain du renvoi donc de ce jeune David Elliott, ce dernier va recevoir une curieuse lettre directement dans sa boîte aux lettres au sujet d'une mystérieuse école dont la discipline semble parfaitement correspondre aux critères du père de David, c'est-à-dire vraiment une école absolument horrible en quelque sorte où l'autoritarisme évidemment est à tous les étages. Cette école, la Grosham Grange, enseigne des matières aussi étranges que les cours d'astronomie ou de cuisine et laisse finalement peu de temps à ses étudiants pour se reposer. Ni une ni deux, David est envoyé à Grosham Grange. On sait qu'il va rejoindre l'école par le biais d'un train où il va faire la connaissance de 2 comparses, un garçon et une fille, tous 2 renvoyés également de leur dernier collège. À chaque fois, la description donnée dans la lettre du collège est tout à fait différente en fonction du lecteur qui la reçoit. En arrivant sur le quai d'une gare, les 3 comparses sont emmenés par un bossu qui n'a qu'un seul œil sur une île et pour s'y rendre, ils emprunteront un bateau. Une fois arrivé dans cette école, décrite comme lugubre, David va faire la connaissance d'un corps enseignant composé de différentes créatures, loups-garous, vampires, fantômes, etc. Et il va aussi devoir inscrire avec son propre sang son nom sur le registre de l'école. Au fur et à mesure du temps qui passe, des élèves disparaissent en pleine nuit et la magie noire semble omniprésente. Voilà grosso modo pour vous résumer à peu près le livre. Alors quand vous entendez ce descriptif, forcément vous pouvez vous dire « Mon Dieu, c'est vrai que ça ressemble quand même pas mal à Harry Potter ». Et pourtant, tout est très différent, de l'ambiance jusqu'au fond du livre. Les points communs, s'ils apparaissent un peu gros, sont en réalité de véritables poncifs en fait de la culture populaire. Ce qui est intéressant, c'est de déconstruire littéralement ce discours qui consiste à voir des similitudes, là où en réalité il y a 2 histoires qui sont
complètement différents. Premier argument, l'ampleur de l'histoire n'a absolument rien à voir. L'île du crâne ne couvre pas du tout le même champ d'investigation que celui de Harry Potter. On n'y parle pas d'une prophétie déterminant son avenir bien avant sa naissance, on ne parle pas non plus d'un survivant, encore moins d'un élu, et encore moins de deux camps opposés dans un monde magique dont la description est poussée à l'extrême, et même au-delà par J.K. Rowling. Harry Potter est une histoire complexe et dont la finalité n'apparaîtra qu'au bout de 7 tomes, protégeant très bien les secrets d'un livre parfaitement ficelé. L'île du crâne ne compte que 2 livres, dont la finalité ne résonne pas non plus de la même manière. Ce sont 2 livres très courts, adaptés au format de la littérature jeunesse de l'époque, là où Rowling a rédigé de véritables pavés qui auraient pu d'ailleurs ne jamais trouver son public, tant les livres s'adressaient dans un premier temps à une population jeune, voire très jeune, et que évidemment ces populations-là ne sont pas habituées à lire des livres de plusieurs centaines de pages. L'île du crâne, d'ailleurs, ne vise pas le même public que Harry Potter dès le départ, puisque le principe même de l'écriture est d'emprunter un style, disons-le, un peu gothique et un peu penché vers l'humour noir. En soi, comparer Harry Potter et l'île du crâne, en accusant l'un d'être le plagiat de l'autre, est déjà un non-sens, ne serait-ce que sur l'ampleur de l'œuvre, on observe de manière très claire une différence pour le moins titanesque. Il faut cependant reconnaître que Harry Potter a eu 7 tomes pour développer son intrigue, là aussi c'est une question d'imagination, et vraisemblablement J.K. Rowling en avait assez pour nous tenir en haleine, ce qui n'était absolument pas le cas d'Anthony Horowitz, qui n'a pas amené ses personnages aussi loin que ce ne fut le cas pour Harry Potter, et que ce soit sur les personnages principaux ou sur les personnages secondaires. Second argument, les environnements où se déroulent les faits n'ont en fait pas grand chose à voir en dehors du fait qu'il s'agisse d'une école où l'on apprend la magie. Les 2 lieux n'ont ni la même histoire, ni la même ambiance, et ne recèlent encore moins la même magie. Poudlard est un château millénaire, un château fondé par 4 fondateurs charismatiques aux valeurs tout à fait différentes, un château dont J.K. Rowling a fait le choix de faire un personnage à part entière de son histoire, sans se limiter à un simple élément de décor. Poudlard est aussi un lieu riche de son histoire, de ses traditions et de ses légendes. Ce n'est pas du tout la même chose pour ce qui concerne Grosham Grange, qui demeure un endroit austère où nombre d'élèves n'aiment pas y résider. On reste dans l'univers de l'auteur de l'île du crâne, mais sans pour autant que l'on puisse trouver en fait des ressemblances entre Poudlard et Grosham Grange. Alors, on nous dira que les domaines de l'école se ressemblent avec des forêts, des cours d'eau, des grottes, etc. En somme, c'est à peu près le cas de 90% de la surface terrestre immergée, d'avoir au moins un de ces éléments effectivement en commun. Est-ce qu'on peut y voir un plagiat? C'est pas tout à fait sûr quand même. D'ailleurs, l'environnement même de l'école ne ressemble en rien à ce qui a pu être imaginé par J.K. Rowling dans son œuvre. On est très loin d'avoir la même attention dans la description des lieux chez Horowitz. De plus, là où J.K. Rowling étend son univers en ouvrant à d'autres lieux du monde magique, comme Azkaban, comme Gringotts, comme le chemin de traverse, comme le Dorsoir Grimmauld par exemple, comme le ministère de la magie également. Enfin, on voit bien que l'univers est beaucoup plus large, et en cela déjà c'est quand même un sacré point de différenciation qui permet quand même de distinguer de manière assez flagrante les 2 œuvres. Troisième argument, c'est que les objectifs et les ambitions du roman ne sont absolument pas les mêmes. Le livre d'Anthony Horowitz a vocation à être une fable un brin cynique, vitrine d'une certaine société et traitant principalement de la question de l'adolescence dans l'approche de ses personnages. Harry Potter est une œuvre nettement plus vaste dans la mesure où elle a vocation à distiller au fur et à mesure de toutes les intrigues un certain nombre de valeurs et d'idéaux, pourquoi pas même de combats qui sont portés d'ailleurs fièrement par J.K. Rowling. L'amour est le thème principal de son œuvre, l'amour sous toutes ses formes d'ailleurs. Elle développe ensuite pléthore de sujets comme la mort, l'espérance, l'amitié, le courage, la loyauté, le destin, l'héroïsme, les ténèbres, enfin bref, il y a tout un tas de sujets, alors que Anthony Horowitz, et sans vouloir remettre en cause son œuvre, reste quand même relativement place sur ces thématiques. Il n'y a pas grand chose à retenir de ces livres, certes divertissants, mais qui ne sont absolument aucunement une vraie leçon de vie, ni une œuvre particulièrement inspirante comme peut l'être Harry Potter. Alors, vous nous direz, et à raison, qu'une œuvre artistique n'a pas nécessairement besoin d'être inspirante pour être intéressante. Il va sans dire que nous sommes parfaitement d'accord avec ce point. Mais, en l'occurrence, pour accuser J.K. Rowling de commettre un plagiat, faudrait-il encore une fois trouver de véritables points communs entre les histoires et aussi entre leurs vocations. Là, en l'occurrence, on voit bien que ça n'a absolument aucun sens de comparer les 2 œuvres qui sont tout à fait différentes en tout point. Quatrième argument, la question du trio d'amis qui se rencontrent dans le train pour aller à l'école. Cette partie a fait douter souvent beaucoup de monde, il faut le reconnaître, surtout d'ailleurs en dehors du Royaume-Uni, peu au-delà. En effet, il faut savoir qu'il y a une différence civilisationnelle entre nos meilleurs ennemis britanniques et nous par exemple français. En France, il est de coutume d'être scolarisé dans l'école de rattachement de son domicile ou dans l'établissement privé sous contrat du coin. En ville, la carte scolaire est absolument impitoyable et en province, la majorité des trajets, du primaire au collège, se font la plupart du temps par bus, parfois pendant plusieurs dizaines de minutes. En Grande-Bretagne, il est beaucoup plus courant de voir les élèves envoyés dans des internats à l'autre bout du pays, soit par choix, soit par tradition
tradition familiale dans les milieux bourgeois, ou encore parce que le choix de certaines options impose effectivement ces déplacements, le système éducatif n'étant pas le même. Il faut savoir aussi que si en France nous sommes des professionnels aguerris du bus, ce n'est absolument pas le cas de la Grande-Bretagne qui sont des véritables fanatiques du train, cela tient à leur histoire et au développement du rail, notamment lors de la révolution industrielle. Ainsi, prendre le train vers son école ou son internat pour la rentrée est un geste tout à fait courant et totalement anodin, même vraiment totalement banal. J.K. Rowling ou Anthony Horowitz ne l'ont absolument pas inventé. Les trains font partie intégrante de la vie des Britanniques et de leurs histoires personnelles. Voir des enfants dans un train se rendre à l'école au moment de la rentrée est donc quelque chose de tout à fait commun. Ainsi, baser cette réflexion sur une thématique de plagiat n'a franchement pas beaucoup de sens. Alors, on viendra nous dire qu'il s'agit du même trio dans sa composition, 2 garçons et une fille. Certes, il faut dire que c'est le schéma relativement classique des groupes d'amis, mais ce qui est plus intéressant, c'est de se demander véritablement si ces 2 trios d'amis sont vraiment les mêmes, et là aussi, on verra que la réponse est non, et ça vient donc remettre totalement en cause l'idée même, encore une fois, d'un plagiat qui n'aurait absolument aucun sens, encore une fois. Le trio de l'île du Crâne est un trio d'adolescents que l'on peut qualifier être relativement un problème, avec notamment toutes les turpitudes de l'adolescence, tous ses excès, toutes ses difficultés, et chacun finalement leur lot d'histoires difficiles. En somme, c'est la rencontre de 3 âmes en peine qui se retrouvent embarquées dans une histoire plus sombre que leur passé. Pour Harry Potter, les choses sont très différentes. Déjà, on ne parle pas d'adolescents, mais bel et bien d'enfants, ce qui ne place pas du tout le récit à la même place, ni ne permet le développement en réalité des mêmes enjeux et des mêmes intrigues. Quand Harry, Ron et Hermione se rencontrent dans le Poudlard Express, ils sont de simples enfants de 11 ans encore éloignés, merci pour eux, des tourments de l'adolescence. Leurs origines et leurs histoires sont aussi bien différentes au final de celles du trio d'Horowitz. Alors oui, certains seront tentés de dire que les 2 héros ont grandi dans le même climat de violence, qui n'est pas d'une part tout à fait vrai, et d'autre part ne revêt pas du tout non plus la même proportion. Harry a grandi dans une famille qui n'était pas la sienne, suite à l'assassinat de ses parents par un sorcier qui représente l'incarnation suprême du mal. Les proportions, là encore, ne sont pas du tout les mêmes. Donc on pourrait continuer évidemment comme ça, également sur la personnalité par exemple de Ron, qui n'est pas du tout la même que effectivement son acolyte de l'île du Crâne, et encore moins Hermione, qui elle débarque dans un monde là pour le coup qui lui est aussi totalement étranger. Donc à un moment donné, là-dessus, il faut arrêter de vouloir voir des ressemblances partout lorsqu'elles n'existent pas. 5e argument, et en réponse à tous ceux qui expliquent que l'on retrouve les mêmes créatures, notamment les vampires, les loups-garous, les fantômes, etc., il nous semble franchement pour le moins particulièrement hypocrite d'y voir là encore une fois une quelconque dimension de plagiat. S'il fallait répertorier toutes les œuvres littéraires qui mettent en avant ce genre de créatures, on pourrait écrire probablement un des livres les plus volumineux écrits de tous les temps. Toutes ces créatures font partie de l'histoire de la littérature. On en trouve à toutes les époques, dans tous les styles possibles et imaginables, depuis le Moyen-Âge et dans toutes les dimensions possibles, et avec d'ailleurs autant d'attributs qu'il existe de personnages de ce type. Là-dessus, il faut quand même bien se rendre compte que l'on pourrait accuser J.K. Rowling d'avoir plagié à peu près tous les livres de fantasy ou de science-fiction, ou encore même de romans, mettant en scène ce genre de créatures du folklore. Imaginez un château hanté en Écosse n'est pas du plagiat, la majorité d'ailleurs étant véritablement hantée dans le monde réel, et on en a fait l'expérience lors de nos précédentes vacances. Ce n'est qu'une inspiration, il faut arrêter de voir quelque part le mal partout. Là aussi, Horowitz pêche sur le traitement de ses personnages en comparaison de J.K. Rowling. Là où Horowitz reprend globalement des poncifs assez classiques concernant ses différents protagonistes, J.K. Rowling en rajoute une couche en développant à nouveau à l'excès tout un monde autour. On pourrait prendre par exemple la question des loups-garous, où J.K. Rowling ne se contente pas seulement d'introduire un loup-garou dans une école, mais va carrément composer avec toute une communauté du monde magique qui répond à ses propres logiques, ses propres problématiques avec les autorités du monde des sorciers, et qui dispose d'ailleurs d'une histoire qui a poussé peu à peu vers une ségrégation totale de cette communauté au sein du monde magique. J.K. Rowling sait, dans ses romans, instiller une histoire, une nuance qui n'existe que peu chez Horowitz, car encore une fois, on n'est pas du tout sur la même ampleur de roman. Encore une fois, ce n'est donc pas une critique vis-à-vis d'Horowitz, mais c'est aussi un constat pur et simple. En gros, vous l'aurez compris, c'est franchement compliqué de parler de plagiat. On pourrait continuer à avancer des quantités d'arguments pour démonter cette idée complètement abjecte et qui ne sert finalement qu'à distiller encore et toujours de la haine sur J.K. Rowling. De manière très claire, personne, ni un tribunal, ni une critique littéraire ne pourrait franchement être en capacité d'affirmer qu'il y a un quelconque point commun entre les deux œuvres. On peut peut-être établir quelques légères similitudes, mais on peut le faire aussi avec tout un tas d'autres livres, dont d'ailleurs même avec la Bible. On vous renvoie pour cela à notre vidéo consacrée à Harry Potter et la religion, où nous explorions là aussi quelques similitudes entre ce livre saint et Harry Potter. Va-t-on accuser J.K. Rowling de plagiat sur la Bible? Non, elle s'inspire de son vécu, de son histoire, de ses croyances, de sa culture, de ses recherches, de ses expériences, comme tout
écrivain le fait. Harry Potter et l'île du crâne n'ont pas de point commun. Il ne s'agit absolument pas du tout du même type d'œuvre, ni même d'un livre qui pourrait avoir d'une part les mêmes ambitions ou la même ampleur. Ce sont deux œuvres distinctes qui ont toutes leurs deux d'ailleurs leur place dans une bibliothèque. Harry Potter rentre probablement dans la catégorie juste au-dessus d'ailleurs, du fait qu'il est un véritable phénomène littéraire et même plus largement de société, mais aucune œuvre effectivement ne vient véritablement supplanter l'une ou l'autre, dénaturer l'une ou l'autre. Elle ne joue pas du tout dans la même catégorie tout simplement, et c'est pour ça que les comparer finalement n'a aucun sens. Encore une fois, la logique de plagiat, si elle peut tenir sur un simple résumé de l'œuvre, ne tient pas debout face à la production de J.K. Rowling qui a quand même écrit 8 livres, coproduit 13 films à ce stade, produit une pièce de théâtre et fourni des quantités ahurissantes de notes et de travaux préparatoires sur Harry Potter. Une encyclopédie ne suffirait probablement pas à tout caser, tant elle a écrit nombre d'anecdotes et d'informations qui n'ont pas pu être incorporées ni au livre ni au film. J.K. Rowling a réalisé un travail absolument monumental. Après, il est vraiment dommage que beaucoup, alors qu'ils l'ont, fut une époque, adoré, viennent aujourd'hui remettre en cause le travail qu'elle a pu accomplir par tous les moyens, y compris les plus abjects possibles. Les accusations de plagiat vis-à-vis d'œuvres populaires sont légion, il va sans dire, mais après il ne faut pas non plus tomber dans le piège du premier influenceur en recherche de buzz et d'une crédibilité. Beaucoup ont accusé J.K. Rowling de plagiat, certains sont même allés jusque devant les tribunaux pour revendiquer les droits d'auteur de Harry Potter, y compris par exemple les héritiers d'un vieil homme qui avait écrit un livre exactement de 32 pages publié en 1987, intitulé Willy le sorcier, sur lequel J.K. Rowling aurait copié l'intrigue de Harry Potter et la coupe de feu. Rien que ça. Les héritiers demanderont la somme absolument ridicule de 5 millions de livres sterling, les demandes étant tellement farfelues qu'aucune d'entre elles évidemment n'ira jusqu'au jugement face au manque évident de sérieux de ce genre de procédure, mais c'est pour dire quand même évidemment qu'il y a quand même un contexte assez particulier en la matière. Toutes les bonnes blagues ont une fin, il faut bien se le dire, mais cet épisode de cet influenceur totalement taré, pardon du terme, est tellement abject qu'il fallait véritablement pour nous mettre les points sur les i sur cette accusation qui revient de manière très régulière sur les réseaux sociaux. Encore une fois, quand vous voyez des vidéos sur les réseaux sociaux, il faut toujours se poser la question de savoir pourquoi vous la voyez. Ça veut dire que l'algorithme a identifié que vous aviez par exemple un intérêt pour Harry Potter, et quand vous voyez que c'est sponsorisé, posez-vous aussi la question de savoir pourquoi ce youtubeur a décidé de sponsoriser son contenu. Tout simplement parce qu'il poursuit en réalité une autre logique. Alors il y a la logique de gagner des abonnés, de faire du clic, etc., etc., mais il y a aussi la logique évidemment derrière de gagner de l'argent, et peut-être une logique plus personnelle qui est en l'occurrence celui de taper véritablement sur J.K. Rowling. Et au final, quand vous écoutez ce genre de vidéo, vous vous rendez compte que finalement les arguments sont tournés pour vous faire croire à une certaine ressemblance ou à une certaine connivence entre les deux œuvres, alors qu'en réalité, il n'y en a pas. Encore une fois, nous aurions pu véritablement continuer à aborder le sujet pendant des heures et présenter encore bon nombre d'arguments visant à démonter cette bien funeste théorie. Mais loin de nous l'envie de faire des vidéos de 2 heures sur ce genre de sujet, nous vous avons présenté quelques-uns des principaux arguments qui vous permettront effectivement par exemple de mettre un terme à cette polémique et de vous donner donc si besoin est une vidéo à mettre en compétition avec celle de cet influenceur. Si besoin, vous pouvez d'ailleurs même lui envoyer un livre en lui mettant une notice explicative pour qu'il réussisse à l'ouvrir et éventuellement lui acheter un dictionnaire pour qu'il puisse se renseigner un petit peu plus sur ce qui représente un plagiat. Nous, véritablement, on voulait mettre les choses au point parce que, vous le savez, on a une aversion absolument immense vis-à-vis de tout ce qui relève de l'injustice. Et quand on voit toutes les accusations qui peuvent être faites contre J.K. Rowling, on l'accuse d'être antisémite, d'être transphobe, d'être grossophobe, d'être ceci, d'être cela, et donc maintenant d'avoir recours à du plagiat, bah nous, au final, ça commence à nous énerver. Et donc on aime bien remettre les pendules à l'heure et aussi donner un certain nombre d'arguments parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les anti-J.K. Rowling qui puissent s'exprimer. Vous le savez, cette chaîne, et c'est marqué évidemment dans notre en-tête sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube, nous sommes une chaîne pro-J.K. Rowling, donc nous prenons toujours évidemment sa défense, surtout quand elle est face à de telles injustices. Nous, en l'occurrence, là-dessus, on avait évidemment envie de remettre les choses au clair. Donc on espère vraiment que cette vidéo aura été utile pour vous, qu'elle vous aura permis peut-être de mieux comprendre, entre guillemets, toutes les rumeurs qui circulent, soi-disant plagiat qu'elle aurait pu faire pour écrire Harry Potter, et que vous vous serez rendu compte que effectivement tout cela n'a absolument aucun sens. Nous, vraiment, pour nous, c'était très utile de faire cette vidéo, donc on espère vraiment qu'elle vous sera utile et qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas, si c'est le cas, à nous laisser un petit like, à nous dire aussi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça nous encourage toujours à faire de nouvelles vidéos. On se retrouve donc très prochainement pour de nouvelles aventures. Évidemment, on va rester avec vous tout au long de l'été. N'oubliez pas de vous protéger de la chaleur, et on a une pensée pour nos auditeurs en Aquitaine qui ont dû bien souffrir avec les feux de forêt. On espère que tout le monde va bien et que personne n'a perdu grand chose, y compris peut-être pour ceux qui étaient en vacances sur place. Donc c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.